Alors bonjour à toutes et à tous. Nous allons aujourd'hui tester une première, un cours sans présence physique. C'est une première pour moi, peut-être pour vous aussi. Bon, avant de commencer ce cours un petit peu particulier, revenir sur le contexte qui lui aussi est très particulier en ce moment. Voilà, j'espère donc que vous vous portez bien, vous et vos proches, et que vous essayez un petit peu de prendre du bon côté ce confinement imposé, puisqu'il va de l'intérêt de la collectivité. Donc voilà, c'est chacun individuellement qu'on a un rôle à jouer pour que cet épisode assez inédit se passe de la meilleure des façons possibles. Alors pour vous occuper un petit peu pendant ces longues journées, je vous ai mis, comme vous avez dû le constater, vendredi à la page de vendredi, donc un cours avec des exercices portant sur des documents qui étaient en pièces jointes sur Pronote. Ces questions, nous allons les corriger. Euh, Nous essaierons de nous voir 2 fois par semaine, puisque votre emploi du temps fait que vous avez histoire-géographie le lundi et le jeudi en général. Donc tous les lundis et tous les jeudis, je tâcherai de mettre en lien une vidéo pour à la fois corriger le travail que je vous aurais donné la fois précédente, mais aussi pour vous donner un petit peu les grandes directions et faire un petit peu de cours magistral sur les grands chapitres de votre leçon d'histoire dans un premier temps, puis de géographie. Alors, cette nouvelle partie du chapitre consacré au Proche-Orient, foyer de tension depuis les lendemains de la Première Guerre mondiale, a été une partie qui commençait à la fin des années 1970. Le but de cette leçon, que vous avez dû faire vendredi grâce aux questions que je vous ai données, était de répondre à la problématique: comment évoluent les conflits au Moyen-Orient depuis la fin des années 1970. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que la fin des années 1970 pour la région marque un tournant. Les pays du Proche et du Moyen-Orient sont contraints, plus ou moins, de choisir leur camp et de choisir de se ranger sous l'aile protectrice de l'un des deux grands, à savoir l'Union soviétique ou les États-Unis. Cette limitation de la souveraineté des États est quelque chose qui est relativement mal vécu par une frange de la population. Donc ce sentiment de frustration va se doubler à la fin des années 1970 chez certains d'un sentiment d'humiliation lorsque, au mois de mars 1979, vont être signés les accords de Camp David entre le président égyptien Al-Sadat et son homologue israélien sous l'œil bienveillant en quelque sorte des États-Unis, qui vont inviter donc les deux protagonistes à la Maison Blanche pour signer le premier accord de paix entre Israël et un État arabe, en l'occurrence l'Égypte. Ces accords qui pour les Occidentaux sont vus comme un premier pas vers la paix, sont vus chez beaucoup de dirigeants arabes notamment comme une trahison de la part de l'Égypte, qui reconnaît dans cet accord de fait l'État d'Israël. C'est une première dans l'histoire du XXe siècle. Et donc c'est une chose qui va être assez mal vécue dans le monde arabo-musulman. Cette situation, ajoutée au fait que le conflit israélo-arabe ou israélo-palestinien, on peut l'appeler comme on veut, se trouve pour beaucoup
dirigeants et d'habitants de ces régions dans une impasse. Les États arabes, je l'ai dit, sous tutelle plus ou moins des soviétiques pour certains, des États-Unis pour d'autres, ont montré un petit peu leurs limites militaires dans les conflits qui les ont opposés à l'État d'Israël, puisqu'ils n'en ont remporté aucun. Ces accords de Camp David viennent un petit peu comme la cerise sur le gâteau, en quelque sorte, de cette période où se sont multipliées les défaites, les humiliations, on l'a vu. Quelque part, beaucoup d'habitants de la région ont l'impression qu'ils sont passés de la domination européenne, à l'époque des colonisations et des mandats, à une domination guerre froide en quelque sorte, c'est-à-dire où soviétiques et États-Unis se partagent la région, et ce qui laisse très peu finalement de latitude, de liberté, de souveraineté pour les États de la région. Et tout ça, ce sentiment donc quelque part de frustration, je l'ai dit, pour ces États qui sont relativement affaiblis, des États qui sont en plus en proie au problème du développement. N'oublions pas, ce sont des États qui étaient des ex-colonies pour la plupart, qui doivent affronter des problèmes de développement économique et sociaux très profonds. Donc, face à cette situation, dans ce contexte, va émerger un nouveau mouvement politique, un mouvement politique qui va un petit peu incarner et soutenir, c'est du moins ce qu'il prétend, le relèvement des pays musulmans, affaiblissement des pays musulmans, qui est dû, d'après ce courant politique, à la domination occidentale, pire, à l'occidentalisation de ces sociétés arabo-musulmanes. Ce mouvement idéologique qui mêle religion et politique va se présenter aussi comme le fer de lance de la lutte contre Israël. Ce mouvement politique se nomme l'islamisme. Et ce mouvement, eh bien, qui est né dans les années 1930, va monter en puissance progressivement tout au long du XXe siècle et va faire une entrée fracassante sur la scène internationale, en quelque sorte, en 1979 en Iran. C'était un petit peu l'objet justement des questions que je vous avais posées. Donc vous aviez une étude de doc qui revenait un petit peu sur cette arrivée au pouvoir des islamistes en Iran. Donc nous avions tout d'abord une première question qui portait sur une photographie. Je vous demandais quel événement historique a lieu en 1979. D'après la photographie, et sans savoir tout ce que je viens de dire, on pouvait en déduire, sans rentrer plus dans les détails, qu'il s'agissait d'une révolution. La deuxième question demandait de rentrer un peu plus dans le détail, puisque je vous demandais comment cette photo témoigne-t-elle de la rupture avec l'Occident. Eh bien, il fallait dire que c'était le drapeau américain en flammes qui témoignait de cette rupture, puisque l'Iran était jusqu'alors un des plus fidèles alliés de l'oncle Sam, si je puis dire, c'est-à-dire des États-Unis. Le Shah d'Iran, qui était le dirigeant jusqu'alors, était un allié précieux des États-Unis et, pour ne pas dire, vassal en quelque sorte des États-Unis. Et donc ce Shah, donc, qui est l'équivalent un petit peu de nos monarques européens, va être renversé par cette révolution. Alors troisième question, quelle nouvelle force politique s'affirme à travers cette révolution? Eh bien, il fallait dire qu'il s'agissait de l'islamisme politique. L'islamisme politique qui était un petit peu, dont les fondements étaient énoncés dans ce document, qui était issu, qui était une profession de foi des frères musulmans, qui est le mouvement à l'origine de cette doctrine qui va naître dans les années 30 en Égypte. Donc, qu'est-ce qui doit guider toute action politique d'après le document? Eh bien, c'est l'islam. Ça apparaît clairement. Je cite le texte. Je crois que la base de la réforme
réforme sous-entendue politique, consistera à faire retour aux enseignements de l'islam. Hein. Dans cette profession de foi d'ailleurs, il est rappelé que l'islam doit guider toute action, qu'elle soit politique, qu'elle soit scolaire, qu'elle soit culturelle, ça s'est rappelé dans le premier paragraphe notamment. Donc l'islam, est dans sa version la plus rigoriste, doit être au cœur de toute action politique au sein de la société. Il est indiqué aussi dans ce texte que si les musulmans accusent un retard de développement à cette époque, c'est à cause, je cite, de leur éloignement de la religion. Donc, implicitement, sont montrés du doigt la modernisation, l'occidentalisation, l'influence occidentale, on pourrait dire, des sociétés arabo-musulmanes qui seraient responsables, d'après ces islamistes, de la décadence de cette civilisation. Cinquième question, donc là il s'agissait d'une page d'une bande dessinée très célèbre qui s'appelle Persépolis, donc qui revient justement sur cette prise de pouvoir par les islamistes en Iran. Donc je vous demandais par quels moyens Marjan Satrapi, qui est l'auteur de la bande dessinée, montre-t-elle l'influence de la religion dans la société iranienne post-révolution. Et bien l'objet qui symbolise un petit peu cette influence grandissante de la religion, c'est le foulard, comme indiqué dans le titre, et comme détaillé dans la page qui vous était proposée. Donc, et ce à partir de 1980, comme c'est précisé sur le document 3. Sixième question, que peut-on en déduire de la place de la religion dans la vie courante? On peut en déduire à partir de cette bande dessinée, à partir de tout ce que j'ai dit, que la religion va désormais avoir une place prépondérante dans la société iranienne, ce qui n'était pas le cas jusqu'alors. L'Iran était un pays qui, alors sans le qualifier de laïque, mais je dirais dont les habitants avaient une manière de vivre leur religion relativement libre. À partir de cette révolution, donc, la religion va avoir une place prépondérante dans la vie de tous les jours des Iraniennes et des Iraniens. Alors je vous proposais ensuite une septième question qui portait sur un autre document, le document 2 bis. Il s'agissait d'une affiche de propagande. Ça c'est pour la nature de ce document, et je vous demandais, en vous appuyant sur les slogans et les symboles présents sur cette affiche, de me montrer ce qu'elle veut dénoncer. Eh bien, il fallait dire que cette affiche donc, qui montrait des gisements de pétrole et des raffineries à l'arrière-plan, avec la figure tutélaire de l'Ayatollah Khomeini, qui est le guide spirituel des Iraniens, des islamistes iraniens à partir de 1979, et qui va devenir à la fois un chef, un guide religieux, mais aussi un chef politique de cet Iran donc post-révolution. En plus donc de montrer des gisements, on y voyait un serpent entortillé autour d'un oléoduc et une patte d'un animal, d'un monstre peut-être, le serpent portant le drapeau de l'Union soviétique et la griffe du monstre étant tatouée du drapeau des États-Unis. Donc le message était de dénoncer en quelque sorte l'impérialisme occidental qui visait, d'après cette affiche, à mettre la main sur ces richesses pétrolières qui sont, on l'a vu, très présentes dans cette région du monde. On pouvait en conclure logiquement que ce nouveau régime islamiste se positionnait par rapport aux deux grands en les mettant tous les deux dos à dos en quelque sorte, puisque à la fois l'Union soviétique et les États-Unis, dans ce contexte de guerre froide, ce qui est quand même assez étonnant pour être souligné, étaient considérés tous deux comme des ennemis. Et donc ce mouvement islamiste, cette révolution islamiste qui va prendre le pouvoir en Iran à partir de 1979, et bien quelque part se propose comme une troisième voie pour
les habitants et les États de cette région du Proche et du Moyen-Orient. Alors voilà pour la correction. Donc on en arrive à la trace écrite. Donc la trace écrite que je vous propose, je vais vous la dicter en quelque sorte pour reprendre un petit peu des habitudes que nous avons en cours réel. Je vous la mettrai dans tous les cas sur Pronote, hein, si vous n'arrivez pas à tout noter. Et ensuite, je vous conseille aussi d'ici le prochain cours, si vous en avez l'opportunité, de regarder, comme je vous l'ai mis sur le document, un film qui s'appelle Argo, donc film de Ben Affleck qui date de 2002, pardon, et qui revient sur la prise d'otage. C'est une histoire qui revient qui retrace des faits véridiques qui se sont déroulés donc entre 1979 et 1980 au moment de la prise de pouvoir des islamistes. Donc les diplomates de l'ambassade américaine pour certains ont été pris en otage et donc des agents de la CIA ont essayé, dans des conditions un petit peu surprenantes, vous le verrez si vous avez l'occasion de voir le film, de libérer ces otages américains qui étaient détenus donc par les nouveaux maîtres de l'Iran. Et bon, avec plus ou moins de succès, vous le verrez dans le film. Donc la trace écrite, nous y venons. Alors je vous propose, en 1979, la révolution qui établit la République islamique en Iran marque l'apparition de l'islamisme sur la scène internationale. Ayant pour slogan ni Est ni Ouest, le mouvement islamique considère les valeurs occidentales comme incompatibles avec l'islam. Dès leur prise de pouvoir, la société iranienne est réorganisée selon les préceptes d'un islam rigoriste. Son influence va rapidement dépasser les frontières de l'Iran et l'idéologie politique islamiste rapidement se diffuser dans tout le Moyen-Orient. Voilà, la diffusion de ce nouveau mouvement idéologique, mouvement politique, qui va marquer de son empreinte la région dans les années 80, 90, 2000 et jusqu'à nos jours. Hein. C'est ce que nous verrons dans la prochaine leçon que nous traiterons jeudi, si mes souvenirs sont bons. En attendant, donc cet après-midi, je vous donnerai sur le créneau du cours on se voit je sais plus si c'est la semaine où on se voit théoriquement le lundi matin et le lundi après-midi, ou si on se voit 2 heures le lundi après-midi. Bon, toujours est-il que je vous donnerai une suite des exercices, une étude de doc sur donc la période qui va des années 80 jusqu'au début du 21e siècle. Et je vous proposerai ensuite une correction jeudi, ainsi qu'une petite prise de parole, comme je viens de le faire, pour vous expliquer un peu plus en détail cette période qui va renforcer encore un petit peu plus les tensions et dans cette région déjà bien déstabilisée du Proche et du Moyen-Orient. Voilà, je vais vous laisser, je vous souhaite à tous de vous porter bien et je vous dis à jeudi.